Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix d'emploi, on est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 20h avec Nicolas Leroy qui est avec nous, DRH du groupe Fiducial et président du cabinet Ficoba. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cécile. Merci d'avoir préparé déjà cette émission. On va revenir sur le marché de l'emploi. La fin de l'âge d'or, point d'interrogation. Les recruteurs face à une nouvelle donne. Stage suspendu, embauche gelée, promesses différées. Le marché de l'emploi connaît une brusque ralentissement, moins 18% d'offres par an et sur une attente qui s'allonge. La dynamique post-Covid a cédé donc sa place à la prudence généralisée et face à cette nouvelle donne, les règles changent. On va en parler avec l'ensemble de nos invités, oui. Mon cher Nicolas. Pour décrire cette nouvelle donne, on a 3 invités. Martin Villong, directeur exécutif chez Michael Page. Bon, on ne le présente plus, spécialiste du marché des cadres, qui va nous dire ce que veulent vraiment les entreprises. Bonsoir Martin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Marco Vujasinovic, qui est le fondateur de Météo Job. Alors lui, il est expert des tendances du marché, des comportements candidats et qui nous donnera une vision un peu de la data. Bonsoir Marco. Bonsoir. Et Mathieu Penet, fondateur de Yago, spécialiste de l'expérience candidat et des réponses aux candidatures, qui nous apportera une vision sur ce que vivent les candidats en première ligne. Bonsoir à tous. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et comme à chaque fois, mon cher Nicolas, petit état des lieux, forcément des signes de ralentissement. Marco Vujasinovic, qui est avec nous, fondateur de Météo Job. Comment expliquer finalement ce ralentissement aujourd'hui des offres ? On parle de moins 18% sur les plateformes. Moins 18%, c'est un petit peu exagéré. On voit plus on voit plus un tassement de l'ordre de 6 à 8%. D'accord. En gros, on a, par exemple, aujourd'hui, ce jour, on a 1 50 000 offres d'emploi qui sont proposées online ce jour-ci. Le pic d'offres d'emploi, c'était en gros il y a 2 ans, c'était 1 150 000. Donc il y a un tassement. Je le relativise un peu parce que c'est quand même 30% de plus que ce qu'on avait en 2018-2019 pré-Covid. Donc il y a quand même beaucoup d'annonces. Pourquoi il y a beaucoup d'annonces, même si c'est en tassement ? Il y a d'abord une baisse de productivité en France au cours des 4 dernières années. D'accord. Donc il y a effectivement plus de gens, malgré la stagnation économique. Et puis il y a un ensemble de secteurs quand même qui se maintiennent. Je citais la santé, les services à la personne, les fonctions commerciales, l'hôtellerie-restauration. Quand vous dites ils se maintiennent, c'est-à-dire qu'il y a encore une forte proposition. Beaucoup de demandes et beaucoup d'offres. Donc l'emploi, c'est quelque chose de très complexe. Il y a énormément et les dynamiques sont très différentes par secteur. Donc mais si je vous donne la vision macro, elle est effectivement en tassement, mais pas disons en recul de manière très très importante. Et d'ailleurs, vous voyez que dans le taux de chômage, il se maintient autour de 7,4-7,5%. Par contre, ce qu'on constate, c'est une augmentation très forte du volume de candidatures, de l'ordre de 20%, et ces candidatures proviennent énormément des jeunes. 2 tiers de ces candidatures, en fait, ce que nous constate, c'est que 2 tiers des candidatures viennent des jeunes. Et c'est là où, effectivement, il y a vraiment un impact de ce tassement. Et un problème, c'est au niveau des jeunes. D'ailleurs, le taux de chômage des jeunes, lui, il est plutôt aux alentours de 17%. Et comment on l'explique aujourd'hui que les jeunes peinent à trouver du travail ? Alors, ce qu'on constate aussi, nous, c'est que il y a les entreprises actuellement sont des offres d'emploi où elles cherchent à avoir des gens directement opérationnels. Et d'ailleurs, il y a un phénomène un peu bizarre, alors qui apporte des choses positives, mais avec des effets de bord. C'est que, par exemple, il y a de plus en plus d'offres d'emploi qui sont reformatées par de l'intelligence artificielle. D'accord ? Et ces offres d'emploi, elles deviennent extrêmement précises. Donc en fait, on demande des compétences extrêmement précises dans les offres d'emploi. Alors qu'il y a quelque temps, c'était un peu plus, je dirais, plus vague. Plus flou, c'est ça. Donc ça a des effets collatéraux. Ça a des effets collatéraux sur le recrutement des jeunes. Ça a des effets collatéraux aussi sur le recrutement de profils atypiques. Voilà. Donc on a des phénomènes comme ça. Et c'est vrai qu'au niveau des jeunes, il y a plutôt un ralentissement plus important. Alors le ressenti quand même, c'est qu'il y a beaucoup plus de candidats qui répondent et on est un peu loin de la chasse au talent qu'on vivait pendant les 3 années post-Covid, où finalement on est obligé d'aller vers les candidats. Donc c'est un peu ça le ressenti, c'est que les gens maintenant sont plus actifs et recherchent plus. Il y a un ressenti, il y a effectivement, les gens sont plus actifs, les jeunes notamment, ce que je vous dis, c'est surtout les jeunes qui sont beaucoup plus actifs, je vous dis, 2 tiers des candidatures proviennent des jeunes. Maintenant, il y a effectivement des jobs qui sont en fait moins en tension,
mais quand vous demandez aux entreprises, il y a quand même encore 50% des emplois qui sont difficiles à pourvoir. Hein. Donc le marché, il a un problème de, comment dirais-je, d'adéquation, vous voulez, entre l'offre et la demande. Donc quand on regarde les données macro, ce qu'on a vu, ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile de recruter, ça ne veut pas dire sur certains jobs, ça veut dire qu'il y a des jobs où c'est facile, des jobs où c'est difficile, il y a des jobs où les gens trouvent et des jobs où les gens ne trouvent pas. Donc c'est une réalité très complexe. Ouais, Martin Villelong, vous êtes directeur exécutif chez Michael Page. Qu'est-ce que vous constatez justement chez vos clients? Est-ce que finalement le recrutement est un petit peu différent que 2023? Alors que 2023 et 2024, clairement, pour aller dans le sens de ce qu'a dit Marco, nous on a observé effectivement d'abord un premier ralentissement clair en 2024, et force est de constater qu'on a quand même baissé d'une marche fin 2024 encore et début 2025 sur une baisse des volumes de recrutement de cadres et de profils qualifiés qui est de l'ordre de moins 15%. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des disparités selon les métiers et selon les secteurs. Il y a effectivement deux réalités, je trouve. C'est une réalité des entreprises qui sont beaucoup plus exigeantes, qui sont beaucoup plus prudentes. Sur quoi, par exemple ? Et qui ralentissent. Sur l'expertise ? Qui sont effectivement, qui recherchent dans l'équilibre qui existe dans un recrutement entre le savoir-faire et le savoir-être. D'accord. Okay. On sort d'un cycle où le savoir-être était super important parce que les entreprises n'avaient pas le choix que d'être relativement ouvertes sur cet item, là où elles reviennent un peu sur un savoir-faire opérationnel pour avoir des gens qui soient très vite opérationnels. Mais de l'autre côté, les candidats n'ont pas encore complètement intégré cette réalité, donc le marché est en train de s'ajuster. Ça se percute un petit peu, c'est ça. Exactement. Et les candidats continuent à avoir des exigences assez élevées sur le salaire, sur l'organisation de leur travail, etc. Alors justement, au niveau des exigences, on a vu que les périodes post-Covid ont fait apparaître le télétravail et des exigences parfois importantes, notamment de mobilité. Est-ce que finalement, ce ralentissement va pas remettre un peu en cause ces exigences de la part des candidats, mais aussi des entreprises qui vont peut-être être un peu moins flexibles ? Alors, moi, je crois pas. Je crois que c'est une lame de fond et effectivement, il y a une correction probablement périodique. Mais je crois, quand on interroge les candidats, il y a des choses qui changent et il y a des choses qui changent pas. Les choses qui changent pas, c'est le fait que le premier critère de mobilité, c'est le salaire. Après, il y a le deuxième critère de mobilité qui est de plus en plus important. Effectivement, c'est l'organisation de leur travail, la flexibilité, qui est un critère de plus en plus important, voire le critère numéro 1 aujourd'hui quand on interroge les candidats dans leur mobilité. Donc effectivement, et ça je pense que ça va rester et durablement. Mathieu Penney, vous êtes fondateur de Yago. Alors vous avez réussi à rendre le recrutement beaucoup plus responsable avec des méthodes et où on sent que l'humain revient au cœur du problème. Enfin, en fait, si toutefois c'était un problème. Il y avait dans les process de recrutement un écart considérable entre les attentes des candidats et les processus de recrutement que déployaient les entreprises. Et effectivement, tout l'enjeu, il est d'essayer de réconcilier candidats et recruteurs avec un process de recrutement qui soit plus humain, plus éthique, et surtout où le candidat a plus ce sentiment de justice. Tourner vers le candidat, soyons clairs. C'est de le retourner effectivement plus à l'avantage des candidats. Alors effectivement, le marché post-Covid était résolument tourné auprès des candidats. Je suis parfaitement d'accord avec Martin sur le fait que c'est une lame de fond, où avec le vieillissement de la population, en fait, les entreprises auront de plus en plus besoin de candidats et il n'y a pas assez de candidats qui vont arriver sur le marché du travail, même si on parle d'une difficulté de rencontre entre les candidats disponibles et les emplois disponibles. Mais cette lame de fond sur les attentes des candidats, elle est assez nette sur justement les quelques attentes qu'ils peuvent avoir. Ils choisissent peut-être un peu mieux les postes, en tout cas pour les cadres, ils choisissent un peu mieux les postes auxquels ils postulent en fonction de plein de critères que sont la rémunération, justement, la possibilité de télétravail, l'équilibre vie pro vie perso, ce qu'ils entendent de l'entreprise à l'extérieur. Tous ces sujets-là, en fait, sont devenus prépondérants dans leur choix. Mais est-ce que ça veut dire, pardon, je rebondis, parce qu'on avait l'impression que pendant toute une période, c'était le candidat qui choisissait et l'entreprise était tellement contente que finalement elle disait oui. On a l'impression que ça se retourne quand même un petit peu. Ça se retourne, mais il y a presque un acquis social. Une logique de ça ne retournera pas en arrière si vous voulez que je vienne travailler chez vous. Ça s'équilibre en fait, c'est ça que vous voulez dire. Ça se revient pour l'instant peut-être un peu à l'avantage des entreprises vers un statu quo, mais il y a cette tendance de fond et qui en fait va être durable sur les attentes des candidats et
la loi de l'offre et la demande entre les différentes entreprises qui cherchent à recruter font que ça sera les mieux disants qui arriveront à recruter avant les autres. Allez, sur Météo-Job, on a vu deux évolutions, parce qu'on a aussi enquêté sur une base de 100 000 candidats. Il y a deux sujets qui sont intéressants. Il y avait un sujet qui apparaissait il y a quelques années, qui était autour de la raison d'être et de l'ESG en fait, des entreprises. Ça, on voit que c'est en train de baisser vraiment en termes d'attente. Il y a toujours des attentes des candidats, mais c'est beaucoup plus maintenant orienté sur le travail en équipe, avec qui ils vont travailler, etc. Donc ils sont moins dans un concept ESG, mais beaucoup plus sur le concret de leur quotidien. Ce qu'on voit aussi quand même, il y a quand même un retour quand même malgré tout sur le télétravail, parce que nous, dans notre enquête, on n'a que 7% des gens qui nous ont dit qu'ils voulaient faire du full distanciel, hein, donc c'est pas beaucoup, et 50% nous ont dit qu'ils voulaient plus ou pas faire de télétravail. Hein, donc on est quand même dans un peu de retour. Enfin, je veux dire, ça reste évidemment un sujet important, mais c'est plus équilibré. Ouais. Allez, vous restez avec nous. On reviendra dans un instant avec l'ensemble de nos invités, bien entendu, et Nicolas Leroy qui m'accompagne jusqu'à 20h, et on verra ce que veulent réellement les entreprises en 2025. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, on est ensemble jusqu'à 20h avec Nicolas Leroy, DRH du groupe Fiducial et président du cabinet Ficoba, avec nos invités. On parle de l'état des lieux finalement des entreprises et de l'emploi aujourd'hui, puisque les choses ont tendance à un peu évoluer, mon cher Nicolas. Oui, alors aujourd'hui... On ne vous entend pas. Ah bah allez, la question qu'on se posait aujourd'hui, c'est est-ce que les attentes des entreprises ont changé? Et je me tourne vers Martin pour savoir, est-ce que les briefs clients, en tout cas les demandes que vous attendez de vos clients, ont véritablement changé en sentant justement que la conjoncture était un peu plus tendue dans les attentes candidats? Alors, les briefs sont un petit peu moins nombreux quand même, c'est la première chose. Est-ce qu'ils ont changé? Non, pas tellement. C'est-à-dire moins nombreux, on a des chiffres, ou quand vous dites moins nombreux, c'est-à-dire il y a un petit tassement? Un cabinet comme PageGroup a vu son activité baisser de l'ordre de 15%, ce qui est à peu près le chiffre global des intermédiaires de l'emploi. Donc il y a un petit peu moins de briefs qui nous sont confiés par nos clients. Les briefs en soi, ils n'ont pas tellement changé. Ce qui a un petit peu changé, c'est effectivement l'équilibre entre l'opérationnalité rapide et le savoir-être. Les entreprises ont besoin d'être rassurées là-dessus. Les entreprises sont en attente d'opérationnalité, à mon avis, sont en attente d'engagement. Ils ont tellement entendu parler de la part de leurs candidats et de leurs collaborateurs de volonté d'équilibrer entre le pro et le perso, qu'elles ont besoin d'être rassurées sur la volonté de s'engager à 100% dans leur job de la part de leurs collaborateurs ou de leurs futurs collaborateurs. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Et là, il n'y a pas un rééquilibrage. Ils durcissent pas un peu, j'ai envie de dire, les règles. On a parlé du télétravail, mais ça peut être aujourd'hui ce fameux work-life balance. C'est ce qu'aujourd'hui... On en revient d'ailleurs au télétravail un petit peu. Moi, ce que j'observe, c'est que ceux qui en reviennent sont ceux qui étaient allés très loin. En fait, ceux qui y reviennent sont ceux qui avaient... donner open bar à leurs collaborateurs sur des gens qui s'étaient installés très loin de leur lieu de travail, qui faisaient 5 jours de travail, les collaborateurs de télétravail par semaine. Eux-mêmes. Voilà, exactement. Mais pour autant, les entreprises qui ont trouvé un bon équilibre 2 jours, 3 jours, 3 jours, 2 jours, voilà, j'ai l'impression qu'on ne reviennent pas dessus et ça fonctionne bien. C'est une vraie attente des candidats, qu'en attendent pas beaucoup plus d'ailleurs que cet équilibre 3 jours, 2 jours, et c'est un bon équilibre aussi du côté de l'entreprise, je pense. Est-ce que Marco, ça dépend aussi de finalement de l'entreprise, de la filière? En fait, il faut s'adapter en fonction du métier et de l'entreprise avec laquelle on travaille. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir une façon de travailler totalement universelle avec tout le monde. Finalement, on s'adapte. Non, mais vous avez raison, puisque de toute façon, selon les filières, non mais vous avez souvent raison. Selon les filières, non mais par exemple, évidemment, un des secteurs qui recrute beaucoup et qui a des difficultés de recrutement, c'est l'hôtellerie et la restauration, vous le savez. Évidemment, là, on est sur des métiers d'ailleurs qui se font pas en télétravail et qui sont des métiers avec coupure, avec et il faut s'adapter. Donc on a absolument une variété, et je pense que d'ailleurs c'est essentiel que qu'il n'y ait pas de généralité quand on réfléchit à l'emploi, au processus d'organisation. Il faut vraiment s'adapter au métier.
Est-ce que avec vous, Mathieu Penet, vous êtes fondateur de Yago, est-ce que finalement les entreprises négligent l'expérience candidat parce que ça aussi c'est important. En fait, le processus de recrutement, l'acte de recrutement de la part d'une entreprise, c'est quasiment le seul processus d'une entreprise qu'on voit à l'extérieur. Ouais. Il y en a 3 qu'on voit à l'extérieur, c'est quand on passe la porte d'un magasin et comment on est reçu. Quand c'est une entreprise de retail, par exemple, et comment on est reçu par un vendeur, quand on fait appel au service après-vente et quand on postule. Et du coup, le jugement d'un candidat par rapport à une boîte se fait à travers ces 3 processus-là. D'accord. Et en fait, c'est assez net sur le souvenir qui va être laissé au candidat sur comment se passe tout le reste de l'entreprise. Donc si un candidat est mal reçu quand il postule, peut-être une stat marché qui permet d'éclairer le sujet, 65% des candidats, donc les 2/3 des candidats, détestent une entreprise après y avoir postulé. Et quand on parle d'entreprises qui sont dans le retail notamment... détestent par la relation humaine. Ils détestent l'ensemble de l'entreprise derrière. D'accord, ok, quand d'accord. ils ont été mal reçus, ou quand ils ont l'impression d'avoir été mal reçus. D'accord, donc c'est la relation humaine d'une personne qui les a mal reçus qui fait que l'entreprise... Même le fait d'avoir reçu un message automatique quand ils postulent. D'accord. Et donc si jamais l'entreprise les rappelle pour un job, ils ne veulent plus Ils ne veulent plus en entendre parler. D'accord. Et il y a même des effets de bord qu'on a été capable de mesurer fin d'année dernière, où un candidat qui a vécu une mauvaise expérience avec une enseigne ou avec une marque commerciale, 60% du temps, il va vouloir la boycotter, commercialement. Donc faire ses courses ailleurs. D'accord. Il y a Richard Branson qui avait fait une étude là-dessus, hyper intéressante, sur Virgin, et il avait estimé que ça avait un impact sur 5% du chiffre d'affaires. Ah oui, quand même. Ce qui était colossal. Ouais. Alors quand j'ai regardé un peu ce que vous faisiez, c'est que non seulement vous apportez une réponse à des gens qui sont éconduits entre guillemets en disant voilà vous ne correspondez pas au profil de ce poste-là, mais en plus un mot plutôt gentil et en plus vous les envoyez, vous les fléchez sur d'autres métiers en fait. Alors effectivement, on est là pour aider les entreprises à assumer cette valeur humaine qu'ils ont souvent placardée en amont partout sur les sites de carrière, les sites de recrutement. Enfin, on les a un peu obligés et ils n'étaient pas très organisés. Donc, en fait, on les remet, on leur permet d'être réalignés par rapport au concept de marque employeur qu'ils ont pu mettre en avant, le fait de faire de la publicité pour le fait d'aller travailler chez eux. Et on permet de rendre ceci palpable et réel en apportant la considération que chacun des candidats attendait en postulant. Et donc effectivement, on fait des réponses personnalisées aux candidats qui n'ont pas été retenus, et avec même des conseils sur le CV du candidat, souvent pour l'aider dans sa démarche de recherche d'emploi et qui garde un excellent souvenir de la marque pour laquelle on a travaillé. Et surtout, l'intérêt, c'est que dans les candidats qui avaient postulé pour l'entreprise, il y en a énormément qui ont un profil qui correspondrait quand même à d'autres métiers, qui ont cet intérêt... De l'entreprise. De l'entreprise, oui. C'est ça. Et en fait, l'idée d'aller en langage RH, on appelle ça du nurturing, c'est le fait de, comme un CRM pour candidats, où on reviendrait vers les candidats pertinents régulièrement pour leur reproposer les bonnes offres d'emploi qui correspondent à leur profil, dans leur région, pour leur type de métier. Et alors vous me disiez, vous, ce qui est incroyable, c'est que la majorité des candidats que vous... Je veux dire, dans le micro. réutilisés un peu, n'ont jamais été considérés par l'entreprise. Alors, c'est là où on a vu un accroissement colossal depuis peut-être 1 an et demi. C'est que le volume de candidatures par offre d'emploi ne fait que de grandir. Donc il y a moins d'offres d'emploi pour un nombre de candidats qui est toujours sensiblement le même. Et du coup, il y a beaucoup plus de candidats qui postulent à chaque offre. Et les recruteurs n'ont pas le temps d'aller analyser l'ensemble des candidatures qu'ils peuvent recevoir. Donc effectivement, il y a une très grande proportion des candidats où en fait le recruteur il avait déjà trouvé des bons profils qui correspondaient exactement au poste recherché et qui allaient pouvoir faire avancer dans le processus de recrutement, et il n'a pas la latitude ni la bande passante pour être capable d'aller traiter tout le flux des candidats derrière. Et donc c'est pour ça que ça fait des déçus. Ça fait des candidats qui n'ont pas eu leur chance. Ouais, c'est ça. Et parce qu'ils ont postulé souvent trop tard, et où en fait juste parce qu'il y avait d'autres candidats tout aussi pertinents qu'eux mais qui avaient postulé un peu plus tôt. Martin Villelong. Oui, moi ce que je voudrais dire en complément de ce qu'a dit Mathieu, c'est qu'effectivement on observe que les entreprises ont fait un énorme travail autour de leur marque employeur et de l'expérience candidat. Il y a un point, si je peux me permettre de donner un conseil à mes clients ou à mes futurs clients, c'est d'être encore plus transparent et clair sur la gestion elle-même du processus de recrutement. On interroge très souvent nos candidats au travers d'une grosse étude qui s'appelle Talent Trend et qui montre que 75% des candidats trouvent les processus de recrutement beaucoup trop longs.
trop long, trop opaque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nuit énormément à l'expérience et aux souvenirs qu'ils vont garder de. Combien de temps? C'est-à-dire que quand on dit trop long, c'est quoi? C'est en jours, en semaines, c'est en semaines et parfois en mois. Et en fait, il y a un processus de recrutement de cadres, c'est généralement 2 ou 3 mois. Et donc, l'entreprise a besoin d'expliquer très clairement quelles seront les étapes qui le candidat sera amené à rencontrer, quels en sont les enjeux pour chaque entretien, et faire des retours réguliers, comme Mathieu le disait. Quelques chiffres assez nets. Avant Covid, un candidat, il souhaitait qu'on lui réponde, ça c'est des stats qu'on fait avec l'IFOP une fois par an, il souhaitait qu'on lui réponde entre J+3 et J+21 après sa candidature. Ah oui. Donc 3 semaines. Juste petite parenthèse, un jour ouvré, un jour travaillé par un recruteur, en ressenti, ce n'est pas du tout la même chose qu'un jour qui passe de la semaine pour un candidat qui attend. Bien donc sûr. En fait, il y a le déjà temps n'est pas le même pour tout le monde. Le temps, effectivement. Et post-Covid, donc on était entre J+3 et J+21 avant le Covid. Post-Covid, on est passé entre J+1 et J+15. Si jamais on ne répond pas à un candidat passé 15 jours après sa candidature, il est ulcéré. D'accord. Je voudrais confirmer ça, parce que c'est vraiment, puisque pour aider les auditeurs, en fait, je crois que dans la plupart des postes, le process de recrutement ne doit pas durer plus que 15 jours. C'est vraiment une attente extrêmement forte des candidats. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, ce qu'on a constaté, c'est que par contre, on revient ce qu'on appelle du speed recruiting. C'est-à-dire qu'il y avait un moment donné, on s'attendait à ce qu'effectivement le recrutement se fasse dans la journée avec un seul entretien. C'est pas non plus l'attente des candidats. Les candidats ont envie de savoir avec qui vont travailler, donc plutôt faire effectivement 3 entretiens, c'est pas choquant. Mais par contre, le processus de recrutement ne doit pas durer plus de 15 jours en général. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec l'ensemble de nos invités. Et demain, est-ce qu'il faudra changer certains réflexes? On en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix de l'emploi avec nos invités, Marco Vuzasinovic qui est avec nous, fondateur de Météo Job, Martin Villon qui est directeur exécutif chez Michael Page et Mathieu Penet qui est fondateur de Yago. Et demain, puisque l'avenir aujourd'hui 2025, on est déjà un peu à la moite-moite si je peux dire, est-ce qu'il faut changer des réflexes? Vous disiez tout à l'heure, Martin Villon, vous chez Michael Page, qui peut-être il faut aider les entreprises qui ont été quand même peut-être un peu perdues ces dernières années avec les changements, le Covid, les envies de partir à l'étranger mais pas de travailler chez soi ou 4 jours où c'est un petit peu compliqué à gérer tout ça. Toutes les entreprises ne peuvent pas le faire et en même temps c'est important pour une entreprise d'aller dans le sens de l'histoire et de leurs effectifs, essayer de trouver en tout cas un point d'ancrage où finalement tout le monde est heureux. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on a envie d'y rester longtemps? Vous avez 6 heures. Je vais commencer par répondre à la deuxième question. Parce que ça, c'est une grande tendance qu'on observe sur les dernières années et qui est quelque chose qui change beaucoup. Quand on interroge les candidats, finalement, il n'y en a que 20% d'entre eux qui se projettent au-delà de 5 ans dans leur entreprise. D'accord. Et il y en a 1 sur 2 qui se dit à l'écoute d'opportunités ou en recherche active. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé fondamentalement. En interne et en externe? Alors, ils se disent à l'écoute d'opportunités en externe. D'accord. Ah oui. Donc finalement, ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé sur les 5 ou 10 dernières années. C'est la relation à l'entreprise et le fait que les candidats se projettent sur le court et le moyen terme, mais à beaucoup moins long terme qu'avant. Et ça doit interroger les entreprises sur leur capacité à fidéliser leurs talents. On parlait de recrutement, mais le meilleur recrutement, c'est parfois de retenir et de fidéliser ces talents. Et c'est vraiment quelque chose qui change dans l'esprit des candidats. Marco? Oui, non, ça a vraiment évolué. Je pense que dans les dernières années, il y a eu aussi, à travers cette écoute pour d'autres postes, je pense une forte espérance, disons, de meilleure rémunération. Parce qu'il y a eu une période où, clairement, la tension du marché était telle que quand on changeait de job, on avait des gaps de rémunération très importants. Donc je pense que ça a vraiment contribué à cette attitude. Et c'est vrai que pour le moment, les gens restent très à l'écoute.
Et justement, la surenchère qu'on a eue de la part des entreprises qui sont parties sur des marques employeurs en justement voulant proposer beaucoup d'avantages, est-ce que finalement elles vont parvenir à plus de sagesse et un peu plus, pas d'austérité ? Oui, si, tout à fait. Enfin, nous, on a l'impression qu'actuellement, disons, il peut y avoir, comme on l'a dit, des écarts entre les attentes des candidats et les salaires proposés, mais on a l'impression que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que la surenchère des salaires, là, se calme, hein, clairement. Oui, moi, je confirme, hein, les choses sont en train de se normaliser et moi je suis relativement optimiste de mon point de vue en tant qu'intermédiaire du marché de l'emploi sur le fait qu'on on a connu, quand on est un vieux recruteur comme moi, un paradigme où c'est vraiment les entreprises qui avaient la main et passer un entretien, c'était passé face à un grand jury, il fallait expliquer tout ce qu'on savait faire et qu'on savait tout faire, à un modèle qui était différent sur les dernières années, où c'est vraiment les candidats qui avaient la main et qui, eux, rentraient dans une surenchère de tout ce qu'il fallait leur offrir en termes de salaire, en termes de carrière, etc., à une relation qui est en train de se normaliser, s'équilibrer. Est-ce que les salaires ont vraiment progressé lors de ces dernières années ? Parce qu'on a vu qu'il y avait une volonté, ce que disait Marco, mais est-ce que concrètement vous avez mesuré une évolution salariale à job équivalent sur les dernières années ? Oui. L'inflation, elle a joué aussi sur les salaires. Chez Page, on le monitor chaque année au travers d'un baromètre des salaires, et on avait des hausses de salaire de l'ordre de 5 à 10% sur les années qu'on a post-Covid. Globalement, sur les cadres, et effectivement, c'est important de le préciser, ce qui était moins le cas en 2024 et qui ne sera pas le cas en 2025. Où le marché s'est normalisé et les candidats peuvent plus aspirer à cette surenchère salariale qu'ils ont connue dans les années précédentes. Mathieu Penet, chez Yago, est-ce que vous accompagnez ces entreprises aussi dans le parcours en interne ? Parce que une fois qu'on est rentré dans l'entreprise, soit, mais en tout cas pour ceux qui veulent rester, on se dit c'est toujours difficile de naviguer, à part dans des très grands groupes, mais de monter en compétences. Vous n'imaginez pas le casse-tête que ça peut être pour des recruteurs de savoir quelle nouvelle offre proposer à des collaborants en interne. Ah oui. Parce que, en fait, on se heurte à plein de sujets intrinsèques dans l'entreprise. C'est-à-dire ? Il y a l'évolution des compétences du candidat, certes, la motivation qu'il peut avoir, et on parlait d'engagement tout à l'heure. Un collaborateur qui cherche à faire une mobilité interne, c'est une preuve d'engagement, c'est extrêmement louable, mais il y a souvent un manager récalcitrant à voir partir une personne de son équipe par-dessus. Oui. C'est très humain. Même si c'est pas très éthique de l'expliquer comme ça, mais on est souvent... la plus grosse angoisse de la plupart des managers avec lesquels on discute, c'est quand ils font un point avec quelqu'un de leur équipe, c'est que la personne leur annonce leur démission. C'est un stress permanent. Et que ça tombe comme ça, parce qu'il a eu une offre plus alléchante à l'extérieur et tout et tout. Mais quand il s'agit d'une mobilité interne avec un collaborateur qui souhaite partir dans une autre équipe pour faire un autre job, il y a ce sentiment un peu de trahison ou de je vais devoir recruter dans un marché qui est compliqué. C'est comme une démission d'ailleurs. C'est souvent perçu comme une démission et du coup il y a cette mentalité à faire évoluer et qui prend des années. Enfin, je parle presque d'une génération. Donc et c'est les cultures d'entreprise qui doivent s'adapter à cette culture de la mobilité. Alors il y a des très grands groupes français, je pense notamment à L'Oréal, où ils ont ancré ça dans la culture. Tu resteras à ton job 2 ou 3 ans, je ne sais plus, mais après, voilà. Et après tu vas bouger ailleurs. Oui, c'est ça. Et ça c'est acté par en France ou à l'étranger d'ailleurs. Hein. Exactement. Oui, c'est ça. Mais dans la plupart des entreprises qui constituent le tissu économique français, c'est pas du tout le cas. Et du coup la mobilité interne est un casse-tête. Et c'est encore plus un casse-tête quand il s'agit de refaire des process de recrutement où on essaye, en tant que recruteur, de laisser la primauté, la priorité à des candidats issus de l'interne. Mais en fait, c'est un jeu de chaises musicales qu'on est en train de créer. Du coup, le talent, plutôt que de le laisser à quelqu'un d'autre au sein de l'entreprise, il va ailleurs. Parfois, quand on essaye de le mettre au frigo, effectivement, c'est ce qui arrive la plupart du temps. On a tout perdu. Ce qui est paradoxal, c'est un gros gâchis parce que un des critères, je pense, les plus importants aujourd'hui dans le monde actuel, pour la plupart des jobs, c'est la capacité d'adaptation, la capacité d'apprendre. C'est essentiel. Et d'ailleurs, la plupart des jobs, dans les 5 prochaines années, vont évoluer avec l'IA, fondamentalement.
Et donc, c'est vrai que ces opportunités de mobilité interne, c'est des opportunités pour les collaborateurs, pour les habituer à s'adapter, à évoluer. Donc, c'est hyper stratégique. Donc, c'est vraiment un sujet très important. Martin Villelong, comment on gère cette frustration et d'une part du côté des collaborateurs et d'autre part du côté des entreprises. C'est-à-dire que se dire, on va pas le faire monter parce qu'il a raison en disant, il va partir et je l'ai formé pendant 3 ans à faire quelque chose et je dois tout recommencer. Comment ça se travaille ? Moi, je trouve que les entreprises évoluent très favorablement sur cet item parce qu'effectivement, elles ont compris que la démographie fait que le marché de l'emploi va être tendu sur plein de métiers pendant plein d'années. Donc effectivement, les entreprises doivent garder et proposer des parcours de carrière, des parcours de formation. On entend de plus en plus le terme d'entreprise apprenante où vous pouvez vous former. Donc ça, c'est quelque chose qui est entrepris et qui fonctionne plutôt bien. Il y a un travail aussi à faire vis-à-vis des managers pour expliquer à un manager que quelqu'un qui évolue en interne, c'est valorisant pour le manager et que c'est pas une perte, mais que c'est valorisant, ça veut dire qu'il a bien fait le job et qu'il passe le relais à quelqu'un d'autre et que lui-même en profitera au moment où il aura envie de faire avancer sa carrière. Donc je pense qu'il y a un travail qui est à faire d'un point de vue RH pour structurer des parcours carrière et un travail managérial aussi pour éduquer les managers et faire évoluer les mentalités. On reste ensemble jusqu'à 20h. Encore petite pause, dernière partie avec l'ensemble de nos invités. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi aujourd'hui avec Marco Vucednikovic qui est avec nous, fondateur de Météo Job. Vous le connaissez bien maintenant, qui vient assez régulièrement. Martin Villelong est avec nous, directeur exécutif chez Michael Page, et Mathieu Penet, fondateur de Yago. On se disait avec Nicolas Leroy il y a quelques instants hors antenne que il y a toute une période l'année dernière où on se disait c'est peut-être la fin du CDI, des contrats, peut-être que certains voudront une mobilité facile, attractive, de dire je fais un peu là pendant 1 an, puis je vais ailleurs pendant 1 an. Marco, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, crise sur crise, on se dit finalement on est plutôt pas mal au chaud dans une entreprise? Oui. Alors côté candidat, il y a quand même petit à petit, année après année, une montée de la proportion de gens qui sont en indépendant. C'est ça. Donc ça continue quand même à augmenter légèrement. Au niveau global, je ne parle pas des cadres, je parle de toute la population. Mais c'est choisi ou subi? Choisi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'indépendants. C'est un peu subi. Côté entreprise, de ce qu'on voit, en tout cas depuis 12 mois, c'est une forte résistance du CDI, c'est-à-dire que dans nos offres, on a 330 000 offres sur Météo Job, on a en fait même plus d'offres de CDI que l'an dernier. Donc ce qui a plutôt baissé, c'est les offres d'intérim, de CDD, mais on a plus de propositions d'offres de CDI. Donc et côté effectivement candidats, ceux qui recherchent pas un job d'indépendant, oui, ils sont à la recherche de jobs avec des contrats plus long terme. Mathieu Penet. Un petit bémol sur le choisi ou subi. Les profils qu'on appelle seniors, donc qui ont passé un certain âge, en fait, sont très souvent obligés de passer en free. Oui. C'est pour ça que je posais la question du subi. Notamment, il y avait des chiffres qui avaient été sortis par un site qui s'appelle Nouvelle Vie Pro sur justement une proportion vraiment très importante de freelance subi, et où il y avait toute cette logique de qu'est-ce que vous allez faire en seconde partie de carrière, en troisième partie de carrière, comment vous allez pouvoir rebondir, et vous pouvez même vous reconvertir, parce qu'en fait, il y a toute cette frange de la population qui se retrouve en freelance subi, mais c'est parfois du chiffre de chômage un peu masqué, quand même, et qui sont à l'écoute d'opportunités, quel que soit le contrat. Et du coup, il y a ce truc de je cherche un job, quoi qu'il arrive, quel que soit le contrat que vous allez me proposer. Oui, parce que quand on a confiance, finalement, on a envie de liberté, on a envie d'avoir un contrat un peu plus souple. Mais aujourd'hui, Martin, est-ce que vous avez beaucoup de cadres qui sont ouverts, par exemple, à du management de transition ou à du freelance, alors qu'ils ont des opportunités de CDI ? Alors, effectivement, Nicolas, ce qui est sûr, c'est que les candidats, en ce moment, ils ont besoin d'être rassurés. Sur un marché qui se contracte et avec des incertitudes économiques, macroéconomiques, géopolitiques, etc., ils ont besoin d'être rassurés. Donc effectivement, c'est le grand retour du CDI dans les attentes des candidats. Pour abonder dans le sens de Mathieu, moi je rajouterais un point, c'est que le développement du management de transition, du freelancing, est aussi une opportunité
pour les plus seniors, parce que le développement de ce marché et des attentes des entreprises pour de la transition, pour des projets de quelques mois, est aussi une opportunité de remettre dans la vie active, remettre dans l'emploi des gens qui en étaient exclus et qui, par une expérience de 6, 9, 12, 18 mois, vont se remettre en selle. Ils retrouvent une certaine dynamique. Oui, et une employabilité en CDI. Justement, on disait que les jeunes étaient exposés à ce ralentissement, mais est-ce que finalement les seniors vont pas le prendre de plein fouet, justement, ce ralentissement également ? De manière générale, quand il y a un ralentissement économique, on observe toujours que c'est les plus jeunes et les plus seniors qui, particulièrement sur le marché des cadres, mais de manière générale, qui en subissent effectivement les foudres d'abord. Donc les plus juniors parce que ça fait un entonnoir dans l'accès à l'emploi, et les plus seniors qui se rééloignent de l'emploi après des années où ça avait vachement progressé. Mais parce qu'effectivement, quand il y a un petit peu moins d'emploi, le risque, c'est que les seniors aient moins d'opportunités de se remettre dans l'emploi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Nicolas, je ne sais pas si vous étiez avec moi, il y avait une entreprise que nous avons accueillie ici et qui proposait à certains de ses salariés un peu plus âgés que les autres de les accompagner justement sur un modèle pas de freelance ou de auto-entrepreneur, et en leur disant, nous on va vous garder, on va continuer à vous donner du travail, mais vous pouvez effectivement trouver une autre opportunité. Je trouvais ça sympa quand même, peut-être de se dire que dans l'entreprise, il n'y a plus vraiment, mais à l'extérieur avec des contrats, pourquoi pas, ça se fait ça aussi, non ? Non. Oui, en tout cas, le marché de l'emploi se diversifie. Ouais, grande entreprise. Oui. Et effectivement, mais moi je trouve que les entreprises de toute manière sont beaucoup plus attentives à cette logique de parcours et à garder aussi leurs seniors. De toute manière, elles ont un problème de rétention des talents et elles ont un problème de recrutement qui est structurel, qui est un peu moins le cas en ce moment. Mais donc de toute manière, les entreprises ont compris qu'il fallait s'appuyer sur leurs profils les plus expérimentés et qui ont le plus de savoir-faire et qu'il fallait les garder. Et donc effectivement, ce genre de dispositif se développe. Alors, pour nos auditeurs, aujourd'hui, par rapport à ce marché, on a bien compris qu'il se tendait. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux plus jeunes, voire aux plus anciens également, pour mieux aborder justement cette période, on va dire, de transition ? Mathieu, peut-être ? En fait, le gros avantage de cette période qu'on est en train de traverser, c'est que tout redevient un peu plus normal. Et les entreprises qui, à coup de marque employeur, justement, envoyaient des paillettes et promettaient monts et merveilles aux candidats, en fait, ils sont obligés d'avoir un discours qui est beaucoup plus authentique et beaucoup plus normal. Donc, en fait, c'est presque plus facile aujourd'hui pour un candidat d'arriver à y voir clair en fonction des entreprises qu'il y a quelques années où, en fait, c'était très difficile, très opaque, et tout le monde avait le même discours, avec des discours assez vendeurs, je dirais. Et donc, pour moi, être attentif à dans quelle entreprise ils vont aller mettre les pieds. Alors effectivement, toutes les histoires de salaire, toutes les histoires de disponibilité, enfin de localisation et tout ça, c'est hyper important, mais il y a cette logique de faire très attention à là où ils vont mettre les pieds, et c'est pour ça qu'on voit l'essor de tous les systèmes de notation qu'il peut y avoir des entreprises et tous les labels dans ce genre-là. En fait, il y a quand même des signaux qui sont captables par les candidats pour savoir si ça vaut le coup d'aller postuler ou non dans telle ou telle entreprise. Marco, on reste résolument optimiste. Allez, le mot de la fin. J'ai un conseil, c'est de bien se préparer aux entretiens. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant. Il y a aussi l'IA qui peut aider à préparer les entretiens. Donc, on peut vraiment être beaucoup plus sharp, mieux préparé pour réussir ces entretiens d'embauche. Donc ça me paraît important. J'ai le droit à mon mot de la fin, moi aussi. Oui, allez-y. Non, le mot de la fin, c'est vraiment de garder confiance et de se garder de tout catastrophisme, parce qu'effectivement, on sort d'une période qui était un petit peu bénie, mais il y a encore plein d'entreprises qui recrutent, plein de secteurs hyper dynamiques. Le marché de l'emploi se porte encore assez favorablement. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Juste pour vous annoncer que l'Assemblée nationale adopte donc la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir. Voilà, ça y est, c'est